Ok. Si je fais CTRL V maintenant, c'est bon, ça apparaît à l'écran. Une variable aléatoire discrète, c'est une fonction en fait. Une variable aléatoire discrète, c'est... Alors, il faut que je trouve mon curseur qui bouge beaucoup trop vite. C'est une fonction. C'est une fonction qui part de x qui va de oméga pour aller... pour aller en fait, j'ai mis E dans le poly, parce que de toute façon c'est un ensemble au plus c'était pour dire que c'est un ensemble plus dénombrable, mais c'est un ensemble de réels, entre guillemets. On fait des expériences qui nous vont nous renvoyer un nombre réel. Typiquement, c'est le loto, il y a un tirage du loto qui est fait, le tirage gagnant, je vais dire n'importe quoi, c'est 16, 22, 33, 44, etc. Et à côté de ça, vous associez une somme, enfin un gain, une somme d'argent. Donc ça, c'est le nombre, c'est le résultat de la variable aléatoire quand le tirage, c'est l'élément de oméga qui est tiré. Et donc, ce qu'on va vouloir sur cette fonction x, c'est que on va vouloir que l'objet des antécédents du réel petit x soit un ensemble soit fasse partie de la tribu et soit quelque chose de mesurable. Donc, entre guillemets, cet événement, les antécédents du réel petit x, c'est ce qu'on note plutôt communément comme ça, en termes de variable aléatoire. C'est l'événement qu'on a l'habitude de noter, il n'y a rien qui change par rapport à ça. Alors j'entends du son, est-ce que quelqu'un veut poser une question? Non? Donc ça, c'est notre notation standard sur les variables aléatoires. Et donc, de façon générale, quand on veut parler d'un événement sur une variable aléatoire, alors typiquement, j'ai envie de dire, quand on parle du gain du loto, si je l'appelle G, le fait de gagner le gros lot, c'est-à-dire, je vais dire n'importe quoi, c'est le fait de gagner 1 million d'euros, en fait, regardez l'événement G égale 1000, ça revient à aller regarder G moins 1 de l'ensemble 1 million, c'est une notation abrégée pour écrire ça, pour dire je cherche le tirage qui a donné le gain de 1 million d'euros. Donc les variables aléatoires sont vraiment donc des fonctions réelles qui nous donnent une notation particulière pour les événements qui se passent eux dans oméga. Donc vous avez en bas des notations classiques d'événements qu'on a déjà utilisées, hein, mais l'événement qu'on note par exemple x plus petit que y ou x plus grand que y, bah c'est trouver l'ensemble des oméga dans grand oméga pour lequel le tirage a donné une réalisation plus petite que y. Donc c'est ça une variable aléatoire. Une variable aléatoire, c'est une fonction pour laquelle les événements qu'on veut regarder sont mesurables. Et pour nous, pour les variables dénombrables, les seuls événements qu'il faut, c'est ceux qui définissent la loi, c'est les probabilités, enfin, c'est les événements grand X égale petit x qui vont nous permettre de calculer les probas. Bon, on s'embêtera pas trop avec cette notion de mesurabilité, à mon avis. On fera peut-être un exo si on a le temps, mais voilà pour ça. Alors, on continue. Je vais passer les différents points de cours. Hein. Alors, hier, on a défini indépendamment des variables aléatoires ce que c'était qu'une loi de probabilité. Donc, il y a la même chose, en fait. Ce qu'on appelle la loi de proba d'une variable aléatoire, bah, c'est la fonction qui, elle, part des parties de x de oméga et va dans 0,1 et associe à un événement A la probabilité sur oméga que x appartienne à A. C'est exactement la même chose que mes PI, hein. C'est une version compliquée mais de mes PI de hier. Quand on avait donné PI, c'était 1 sur I plus 1 hier, on avait vu que ceci définissait une loi de probabilité. Et du coup, comme ceci définit une loi de probabilité, enfin, si on fait ça sur n étoiles, et c'est la même chose, c'est-à-dire que donner la liste des probabilités d'une loi, ça vous donne la loi de la variable aléatoire et ça vous caractérise la variable aléatoire. Entre guillemets, c'est ce qu'on dit quand on dit ceci suit une loi géométrique.
probabilité de grand X égale K, c'est P fois 1 moins P puissance K moins 1, bah, ceci vous définit la loi géométrique. C'est ce qu'on cherche à dire par c'est ça qui caractérise la loi d'une variable aléatoire. Du coup, on arrive sur... En fait, il n'y a pas grand-chose à dire sur les variables aléatoires. On a déjà fait tout le cours de proba. La formule, mais qui est certainement la formule la plus importante de tout le chapitre de proba, c'est très certainement celle-ci qu'on n'arrête pas d'utiliser, nous, à chaque fois. C'est la propriété 24. C'est le fait, enfin, ou plutôt la conséquence qui est derrière, c'est le fait que dès qu'on a une variable aléatoire discrète, alors l'ensemble des événements x égale petit x pour x dans grand X de oméga, c'est un système complet d'événements. Ce qui nous permet de gérer via la formule des probabilités totales toutes les expériences en deux temps. Typiquement, si je renote les notations que j'utilise pour vous plutôt d'habitude, ceci c'est aussi la somme pour x appartenant à x de oméga de la probabilité sachant x égale x de y égale y fois la probabilité de x égale x. C'est votre FPT sur deux variables en même temps. C'est la formule qu'on utilise le plus pour faire les calculs en probabilité. C'est vraiment quelque chose d'ultra classique et qu'il faut maîtriser. C'est la formule qu'on a vue le plus. Du coup, même si la loi théorique d'une variable aléatoire, c'est la fonction entre guillemets, je reviens ici, quand on veut calculer la probabilité d'un événement qui est lié à la loi d'une probabilité d'une variable aléatoire, ce qu'on fait, c'est tout simplement, on décompose, c'est exactement la même formule qu'hier, mais écrit pour des variables aléatoires, c'est on décompose la probabilité d'un événement en la somme des atomes, entre guillemets, en la somme des petites valeurs qu'il y a. Typiquement, si je vous dis pour une variable géométrique, je cherche la probabilité que... Ou tiens, c'est plus... En général, même si c'est pas dénombrable, c'est plutôt plus classique pour une binomiale. Si je vous demande de calculer pour une binomiale la probabilité de x plus petit que k, pour une binomiale où x suivrait une loi BNP, en fait, j'ai pas trop le choix pour une binomiale, je peux pas décomposer autrement que de dire l'événement x est plus petit que k, c'est l'événement x est égal à 0 ou x est égal à 1 ou, et je vais aller comme ça jusqu'à x est égal à k. Et si je le fais comme ça devient une union disjointe, donc cette proba devient une somme, et donc ça devient la somme pour k égale 0 pardon, ça va pas. Je peux pas mettre k comme indice si j'ai mis i égale k. Donc pour i égale 0 jusqu'à k de la probabilité de x est égal à i. Et ça, bien sûr, pour une binomiale, ça deviendrait la somme pour i égale 0 jusqu'à k des i parmi n, p puissance. C'est un p puissance i, 1 moins p puissance n moins i. Et ça, c'est exactement, si j'encadre ce petit rectangle-là, c'est exactement ce que veut dire, c'est ce point de cours-là. La loi d'une variable aléatoire, ou la loi, pour trouver la probabilité d'un événement, on fait la somme des atomes qui le composent. Alors ça nous arrivera très peu de l'utiliser, c'est juste que c'est une propriété au programme. Il faut savoir décomposer des événements un peu compliqués comme cet événement pour une binomiale. Alors, on continue avec les principes d'égalité en loi et de transfert de loi que l'on connaît et qui sont pas très compliqués. Je parle pas des preuves parce qu'elles sont pas super intéressantes. Il y a vraiment très peu d'intérêt là pour le moment à ça. Ça va sortir de la page, donc c'est pas très grave pour la preuve. Mais qu'est-ce que ça veut dire que des variables ont même loi, ou exactement en fait quand... Alors là, tiens d'ailleurs, ici en haut à gauche, je vois que j'ai mis un problème, j'ai mis une flèche, vos notations, c'est vrai que c'était mes notations d'avant.
C'est pas vraiment une flèche, c'est plutôt une vague qu'il faut mettre pour vous. On dit que deux variables ont même loi, ou alors j'écris juste au-dessus, x suit une loi, par exemple, géométrique de paramètre p. Ça veut dire que ces variables ont la même loi, c'est-à-dire que les fonctions px et py définies tout en haut, les fonctions sont égales. Et pour que les fonctions sont égales, ça veut dire que les supports sont égaux, et que pour tout élément du support, les probabilités sont égales. C'est à ça que servent les caractérisations qu'on a dit précédemment, mais en gros, pour que des fonctions soient égales, il faut qu'elles soient égales pour tout élément d'entrée A. Si A est un élément d'entrée A, c'est un événement, puisqu'on peut le décomposer en somme d'atomes, forcément tous les atomes, eux, sont égaux entre eux, et ça suffit à prouver que la probabilité de tous les événements vont être égaux. Donc deux variables ont même loi si elles ont même support et si les probas sont les mêmes. C'est exactement la même chose que l'année dernière. Ensuite, on veut faire du transfert de loi. Si x et y suivent la même loi et si f est une fonction, juste une fonction classique, la loi de f de x c'est la même loi que f de y. Alors ça, le transfert de loi, c'est plutôt des choses un peu tordues. C'est juste souvent ce qu'on fait pour faire du transfert de loi sans parler de transfert d'espérance. C'est si je vous dis par exemple que x, j'ai mis un égal, x suit une loi géométrique de paramètre p et que je veux chercher la loi de y qui vaut 2x plus 1. Donc ici, ma fonction f de x, entre guillemets, ce serait la fonction 2x plus 1 par rapport à ma propriété. En fait, pour faire la loi du transfert, ce que je vais faire, c'est que je vais faire la probabilité, par exemple, de y égale petit y. Je fais du transfert, c'est-à-dire que ça, c'est faire la probabilité que 2x plus 1 vaut y, et ça devient la probabilité que x vaut y moins 1 sur 2, et après, bien sûr, comme x doit être entier, on va faire des disjonctions de cas sur la valeur de y. Voilà, donc c'est ça le transfert de loi. C'est des pratiques qu'on a, de toute façon, le cours de proba, il n'y a pas énormément de choses à en maîtriser. C'est plutôt savoir appliquer ce que ça veut dire sur des exercices. Alors, je vais finir sur ce point-là des généralités sur les variables aléatoires, et peut-être avec le point qui pour vous est le plus technique. Vous avez du mal avec ça. Ce sera souvent pas écrit à l'écrit, ce sera pas utilisé à l'écrit, ce sera plutôt un truc d'oral, ça. Dans un exercice d'oral, on peut plutôt trouver ça, ce qu'on appelle la loi conditionnelle d'une variable aléatoire par rapport à un événement. Donc, quand je prends une variable conditionnelle une variable aléatoire, x, et que je prends un événement a, si je peux définir la loi de x en tant que variable sur l'espace réduit à a, sur la probabilité qui est liée à l'événement a. Donc c'est ce qu'on appelle la probabilité conditionnelle, la probabilité de la variable x la loi de la variable x sachant l'événement a. C'est l'ensemble de toutes les probabilités de x égale x, sachant l'événement a réalisé. Alors, c'est compliqué de voir ça comme ça. On a déjà fait, avant les vacances, un exercice où je vous avais dit, on tire pour x qui suit une loi de Poisson de paramètre p lambda. Et ensuite, je vous avais dit y conditionnellement à l'événement x égale n. On tire une deuxième variable, suit. J'oublie à chaque fois que j'ai pas le droit d'écrire ça pour vous. Suit, c'est une vague. Suit une loi binomiale de paramètres n et p. Et je vous avais dit, ça c'est ce qu'on appelle le mélange Poisson binomial, et on avait fait un exercice pour voir que, du coup, au final, si j'essaye de trouver la loi de y suivait une loi de Poisson de paramètres p lambda. On l'avait fait l'exercice. La partie compliquée pour vous, et c'est ce que donne cette définition, ça veut dire quoi? Que la loi de y sachant x égale n suit une loi binomiale de paramètres n et p. Ça veut dire que la
enfin, en gros, que pour tout cas entre 0 et n, entre guillemets, c'est des intervalles d'entiers, pardon, la probabilité de y égale k, sachant x égale n, donc je renote pour vous, probabilité sachant x égale n de y égale k, bah, vous savez que ceci, c'est la binomiale, donc ça vous fait du k parmi n, p puissance k, 1 moins p puissance n moins k. Donc c'est ça que redonne cette définition de la loi conditionnelle, c'est que vous devez savoir ceci pour une loi conditionnelle de variable aléatoire. C'est-à-dire on a le droit de vous dire, la loi de la deuxième variable, sachant que tel événement de la première variable est réalisé, c'est ceci. Donc ça peut vous arriver dans des exercices d'oraux plus. On va pas prendre le risque d'écrire ce genre de choses à l'écrit, on va plutôt vous donner les probas conditionnels. C'est pour juste éviter qu'il y ait des confusions. Enfin, à l'écrit, on peut pas vous aider, on peut pas vous parler, on peut pas vous diriger. Donc on va pas prendre le risque que 80% des étudiants comprennent pas la notation et sachent pas faire l'exo juste parce qu'ils n'ont pas compris la notation. Je fais une petite pause à l'heure actuelle vu que j'arrête pas de parler, j'ai l'impression de parler dans le vide. Est-ce que ça va pour le moment? Sur cette présentation du cours, normalement, j'ai juste rappelé des concepts, il n'y a rien d'incroyable, il n'y a pas de choses à savoir. Je vais essayer de profiter de cette séance pour faire surtout du cours, pour qu'on fasse des exos ensemble en classe. Mais est-ce que ça va pour les explications pour le moment et pour le format de cours est-ce que ça va trop vite? Est-ce que c'est quand même suivable? Est-ce que ça va? Que quelqu'un se mouille et active le micro, en particulier quelqu'un au niveau de l'internat pour savoir si tout va bien là-bas. J'ai des êtres humains en face de moi ou pas? Parce que là, personne veut activer son micro pour... Axel a levé la main. Alors maintenant, est-ce que avec le lever la main, est-ce que je peux voir quelque chose? Ryan, j'ai vu du son arriver. Alors moi, j'ai levé la main 2 fois, mais non. Et Axel a le micro activé. Ok, donc ça vous va pour le moment? Oui, ça va. Bon, pour moi, ça va en tout cas. Ok, Nicolas aussi, je vois que tu as le son. Nicolas, je ne t'entends pas alors que tu as le son activé. Et tu avais la main levée. Et tu l'enlèves et tu viens de la remettre. Et t'as coupé ton son. Bon. Ah bah, j'espère que pour les autres ça va. Vous en faites pas hein, quand je vais faire cours. Alors je vais tout de suite calmer les choses parce que là ça va m'énerver si quand je demande quelque chose vous ne répondez pas. Quand je vais faire des exercices, je vais interroger au hasard. Hein. Si la personne n'est pas en classe, ça va pas, ou n'est pas là et a juste fait une connexion fantôme, ça va pas bien se passer. Et tant pis pour vous. Hein. Si je fais des exos de cours qui auront à voir là-dessus, je voulais pas le faire, mais si j'ai pas de réponse quand je demande si ça va, on verra ce qu'on fait derrière. Donc, on continue, on avance un peu dans le poli. On va revoir des définitions aussi qu'on a déjà vues mais qu'il faut adapter. On va reparler de ce que c'est que les couples de variables aléatoires. Allons-y. Alors, je vais essayer de tout mettre en même temps. Mais, hop. Alors, donc, ce qu'on appelle un couple de variables aléatoires, ou ce qu'on appelle plutôt la loi d'un couple de variables aléatoires, c'est justement, en fait, j'ai une fonction, entre guillemets, px, qui a des événements A associe une probabilité, P, probabilité selon la loi x de l'événement A, c'est ce que j'ai défini là-haut. J'ai une loi py pour la variable y qui a des événements B donne la probabilité selon la loi y de l'événement B se réalise. C'est quoi ce que je vais appeler la loi jointe de x et de y? C'est la fonction
que je vais noter P de xy, qui prend en entrée un couple d'événements, un événement dans les parties de x de oméga et un événement dans les parties de y de oméga, et qui arrive dans 0,1, et qui donne du coup la proba, ce qui définit cette fonction, c'est la probabilité de l'intersection de x appartient à A et de y appartient à B. Voilà. Ce qu'on a en termes de notation, souvent ce que vous voyez dans les exercices, il faut le comprendre, ce qu'on vous note avec une virgule. C'est-à-dire que par exemple, j'insiste, moi c'est pour vous faire comprendre les choses, quand je vous fais des lois du maximum ou du minimum, je reviens là-dessus, mais si par exemple je veux dire le maximum de x1, xn est plus petit que k, je vous l'ai déjà dit, le principe du maximum c'est un maximum est plus petit que k si et seulement si toutes les variables sont plus petites que k. Donc ça, moi je vous le note, probabilité de x1 plus petit que k, inter x2 plus petit que k, pardon, je mets inter, et je dis inter et j'écris union à l'écran, excusez-moi. Inter x2 est plus petit que k, inter xn est plus petit que k. Ce qu'on peut noter dans des polis, et ce que vous pouvez voir même dans des sujets, là par contre c'est complètement faisable dans les sujets, c'est juste écrire ça. x1 est plus petit que k, virgule, x2 est plus petit que k, virgule, xn plus petit que k. Les virgules voulant dire intersection. Donc j'insiste avec vous, moi j'ai l'habitude d'écrire le symbole intersection pour pas qu'il y ait de confusion, pas de ceci, mais la virgule est une notation autorisée du programme pour faire une intersection, entre guillemets. Donc la loi d'un couple, c'est la loi de toutes les intersections possibles. Si vous avez fait des lois de couple sur des exemples simples l'année dernière, vous avez fait des tableaux finis à double entrée. J'aurais peut-être pas le temps d'en faire moi cette année, on va faire des lois de couple, mais des lois de couple générales. On a des exos, le premier exo du TD, ça en est. Mais donc les lois de couple, c'est ça, c'est juste la définition. Et dans ce cas-là, quand on a un couple de variables aléatoires, la loi de x et la loi de y, c'est ce qu'on appelle les lois marginales des variables aléatoires. Donc quand on vous demande de déterminer les lois marginales du couple, c'est déterminer la loi de x et la loi de y. En gros, ça revient juste à définir une seule, c'est ce que je mets en remarque, ça revient à définir comme si j'avais une seule variable qui serait le couple xy en fait. Ça revient à la même chose. Parler de la loi du couple, ça revient à parler de la loi de la variable z qui serait le couple xy. On peut reprendre toutes les définitions que j'ai dit là-haut sur les variables aléatoires pour la variable z qui serait le couple xy et ça nous redonnerait exactement la même chose. Du coup, qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donne plein de propriétés de savoir ça. Ça nous donne la première propriété. Si je fais toutes les intersections possibles entre x et y, ça c'est un système complet d'événements, vu que c'est le système complet d'événements pour la variable z qui est là. Donc si c'est un système complet d'événements, je sais que la somme de toutes les probas doit faire 1. Alors ça sert souvent quand on vous demande de vérifier que quelque chose est la loi d'un couple. Souvent c'est qu'il y aura un paramètre, par exemple alpha dedans, et il faut trouver la valeur de alpha. Pour que ceci soit la loi d'un couple, en gros il faut que la somme des probas fasse 1. Et bien sûr, comme je l'ai dit hier, que toutes les probas soient positives. Mais ici, comme je suis sur une loi de variable aléatoire, j'ai forcément des probas positives avec ce qui est là-haut. Ok. Donc maintenant, comment on va faire pour trouver la loi de x? Pour trouver la loi de x, on va faire la formule. Là, c'est la formule des probabilités totales. Moi, je vous dis que c'est la formule des probabilités totales. Mais vous avez dans le cours qu'on sait que la loi de x va se calculer en faisant la somme sur tous les y dans y de oméga des probabilités de l'intersection de x égale x et de y est égal à y. Et bien sûr, si je peux le faire pour x, je peux le faire pour y aussi. Donc ça, c'est les grosses choses qu'il faut savoir pour les lois de couple. Pour moi, il n'y a rien de particulier là-dedans. L'année dernière, je pense que vous n'aviez que les couples de variables aléatoires. Je suis plus sûr, j'ai pas été vérifier le programme. Mais on a, alors je vous ai parlé de maximum tout à l'heure, c'est le même concept. On a, nous, au programme de deuxième année, en tout cas, c'est sûr et certain,
mais je vous l'ai déjà fait avec des maximums, on a les lois d'un n-uplet de variables aléatoires. Alors c'est exactement la même chose, c'est je propage par récurrence la même définition. Si je veux trouver la loi d'un n-uplet x1, xn, je fais le calcul de la probabilité de toutes les intersections possibles de mes événements. Et dans ce cas-là, la loi de xk, c'est la k-ième loi marginale du n-uplet. Bon, c'est juste une définition, des lois de n-uplet, on s'en servira pas. Par contre, faire des calculs sur des n-uplets, on s'en servira. Avoir n variables dans un problème, ça arrive relativement souvent. Alors, ok, maintenant que j'ai défini les lois de couple, on va arriver sur la notion d'indépendance de variables aléatoires. On a déjà fait hier ce que c'était que l'indépendance de certains événements. Un couple de variables aléatoires est dit indépendant. Si et seulement si, c'est la même définition que vous connaissez, il n'y a rien de nouveau, hein, si et seulement si, la probabilité de l'intersection, ça devient le produit des probabilités. Donc deux variables sont indépendantes si et seulement si, pour tous les événements possibles, on a ça. Et ça se note, y est, alors entre guillemets, indépendante à y, j'ai envie d'appeler ça orthogonale double barre, mais on dit y et x est indépendant de y. J'insiste que montrer l'indépendance de deux variables aléatoires, c'est relativement difficile. Très souvent dans les exercices, quand on vous demande si des variables sont indépendantes, la question est ouverte, c'est les variables sont-elles indépendantes? Et très souvent, elles ne le sont pas. Et elles ne le sont pas, on le fait comment pour le vérifier? C'est exactement ce que je vous avais rappelé hier, c'est que par exemple, vous allez aller regarder que pour un certain événement, la probabilité de x est dans A et y est dans B, pardon, c'est un appartient très raté ça, ça c'est de probabilité nulle. Si cette probabilité est nulle alors que les deux autres événements séparés sont non nuls, vos variables ne seront pas indépendantes. C'est le cas classique de question sur l'indépendance des variables. Alors, exactement comme hier, on a fait l'indépendance pour un nombre infini de variables, on peut faire l'indépendance pour un nombre, alors déjà fini de variables, et ensuite infini de variables. Un nombre fini de variables x1, xn sont indépendantes si et seulement si la probabilité de l'intersection des n variables pour n événements, c'est le produit des n variables, enfin des n probabilités. Donc c'est clairement la généralisation finie, c'est clairement la généralisation, par récurrence du concept d'indépendance 2 à 2. Et par contre, pour les familles infinies, c'est exactement ce que j'ai dit hier, et il y a la même faute de frappe dans mon poly que hier. C'est que si une famille infinie, donc infinie dénombrable indicée par un ensemble dénombrable, est indépendante, si et seulement si toute sous-famille finie est indépendante. Et donc là, c'est pas un x i virgule n, c'est un x indice i indice n qu'il faudrait mettre dans le poly ici. C'est une faute de frappe. Mais donc, c'est les mêmes définitions. Hein. L'indépendance des variables aléatoires, c'est pas plus dur que l'indépendance des probabilités classiques. Alors, hop. Alors, avant de décrire le point suivant de cours, j'insiste sur le fait que toutes ces définitions-là, que je viens de mettre sur indépendance, hop, je vais les mettre là, sont faites pour n'importe quel événement A et B. Sauf que quand vous faites, vous, l'indépendance de deux variables, vous ne le faites pas pour n'importe quel événement A et B. Encore une fois, c'est un peu le concept qui était au-dessus, je vous l'ai mis au-dessus. La loi d'une variable aléatoire, c'est une fonction. Donc comme c'est une fonction, il faut connaître son image, quel que soit A, l'élément d'entrée qu'on met dedans. Sauf que quel que soit A, l'événement qu'on met,
l'événement A, on va le décomposer sous forme d'atomes. Et ce qu'on appelle les atomes, c'est les petits événements x égale petit k, par exemple, quand on a une variable qui veut prendre des valeurs entières petit k. Donc, en pratique, c'est pas comme ça qu'on vérifie l'indépendance. En pratique, pour vérifier l'indépendance, on va juste aller vérifier que, non pas pour tous les événements, mais pour toutes les issues xy, la probabilité de l'intersection, c'est le produit des probabilités. Bon, ça c'est à peu près évident. Et pour n variables, c'est la même chose. Alors j'ai pas mis pour une version infinie de variables, mais de toute façon pour une version infinie de variables, ça revient à prendre pour toute famille finie, donc ça revient au deuxième point de cette propriété 34 que je suis en train de vous lire. Et la preuve, je vous l'ai mis, c'est exactement ce que je vous ai dit. Pour revenir à la caractérisation générale, on va juste sommer sur tous les x dans A et tous les y dans B, en fait. C'est juste ça qui va faire marcher les choses. Alors, un principe bête, c'est qu'on peut transférer l'indépendance. Alors, qu'est-ce que ça veut dire transférer l'indépendance? C'est pas quelque chose de très compliqué. Si je prends x et y, deux variables indépendantes, et que je calcule et que je prends deux fonctions de ces variables, deux fonctions déterministes. Par exemple, j'ai une variable x et après ma fonction f, comme tout à l'heure, c'est ma fonction 2x plus 1. Et après, j'ai une fonction g, j'ai une variable y et je veux, entre guillemets, la calculer au carré parce que ça m'arrange. Je sais pas pourquoi. Si x et y sont indépendantes, alors toute fonction de x est indépendante de toute fonction de y, entre guillemets. Toute fonction f de x, toute quantité f de x est indépendante de g de y. Bon, c'est écrit en dessous, je vais vous l'écrire. C'est dû au transfert de loi, tout simplement. Et si x1, xn sont indépendantes, du coup, si on a n variables indépendantes, alors, et si j'ai n fonctions appliquées à chacune de ces variables, toutes ces fonctions sont encore indépendantes. Il n'y a rien de très magique là-dedans. La preuve, c'est ce que je vous ai dit, en fait. C'est juste, c'est du transfert de loi. Alors, il y a encore un petit bug de poly, excusez-moi. Là, le xn devrait être remonté. Il n'est pas en indice, il est là-haut. Mais en gros, c'est le même principe que ce que je vous ai dit. Si je vous dis, c'est quoi la probabilité que, justement, si j'ai f de x égale, par exemple, égale k, et g de y égale l, avec mon exemple du dessus, cette probabilité-là de l'intersection, ça devient la probabilité de 2x plus 1 égale k, inter y carré égale l, et ça, je peux bien, en gros, faire des maths pour l'exprimer à partir de 3 petits points. Je vais obtenir, c'est des égales que je mets, probabilité de x égale quelque chose, inter y égale quelque chose, et ça, je peux bien appliquer mon principe d'indépendance pour écrire que c'est probabilité de x égale le quelque chose fois la probabilité de y égale le quelque chose. Et je reviens en arrière, si ce y vaut quelque chose, ceci, c'est la même chose de dire que y carré valait l, et ici, c'est la même chose de dire que x, 2x plus 1 était égal à k. Donc c'est vraiment le principe de la preuve qui est au-dessus, c'est juste, encore une fois, j'applique le transfert de loi pour caractériser l'indépendance. C'est pas capital, ce truc-là. Alors, un résultat que vous... Alors, je ne sais pas, je pense pas qu'il est au programme de deuxième année, je n'ai pas vérifié s'il est au programme de première année. Comme j'ai fait colle avec vous en proba, je ne pense pas que je l'ai vu, ce résultat, dans votre cours de première année. Donc ça, c'est un nouveau résultat. On pourrait même l'utiliser pour le point d'avance si on veut. Des fois, je fais un abus, moi. Et je vous le dis quand je vous dis que des fonctions de n variables indépendantes sont encore indépendantes. J'appelle ça le lemme des coalitions. Mais ce qu'on appelle réellement le lemme des coalitions, c'est quelque chose d'un tout petit peu plus fin. Ce que dit le lemme des coalitions, c'est que, en fait, les coalitions, ça veut dire des regroupements
Une coalition entre plusieurs pays, c'est un regroupement entre plusieurs pays. Donc ce qu'on appelle le lemme des coalitions, c'est que si vous avez x1, xn, avec n plus grand que p, donc par exemple des variables x1, xp et après xp plus 1 jusqu'à xn, ce que j'ai dit au-dessus, c'est que toutes fonctions de chacune des variables séparées sont indépendantes. Mais en fait, on a mieux que ça. Si je regroupe ces p variables-là d'un côté, et que je leur applique, alors, pour le moment, on n'a pas fait ce chapitre-là, mais quand on le fera, une fonction de plusieurs variables. Imaginons que j'ai une fonction, par exemple, g de x1 jusqu'à xp. Bah, par exemple, je vais dire n'importe quoi, c'est la somme. C'est x1 plus x2 plus xp. Et qu'à l'autre partie des variables aléatoires, ce qui est important, c'est qu'il n'y a pas de partie commune entre ces variables aléatoires-là. Je veux leur appliquer une autre fonction. Donc, je vais créer une fonction h de xp plus 1 jusqu'à xn. Par exemple, je vais appliquer la fonction produit qui fait xp plus 1 fois xp plus 2 fois xn. Bah, en fait, si je regroupe en paquets séparés mes variables aléatoires, si je fais des fonctions de ces paquets séparés, c'est assez logique, hein, mais ces deux fonctions vont encore être indépendantes. Et ça, c'est ce qu'on appelle le lemme des coalitions. Voilà. Alors ça, c'est vraiment un truc, normalement, vous ne l'avez pas vu l'année dernière. C'est pas quelque chose de très compliqué à comprendre derrière. Il faut avoir vraiment là un n-uplet de variables aléatoires, sinon ça n'a pas d'intérêt. Il faut au moins avoir 3 variables, sinon ça n'a aucun intérêt, ce lemme des coalitions. Mais en gros, tout paquet séparé de variables aléatoires forme auxquelles j'applique des fonctions, forme encore des variables indépendantes. Et en fait, c'est un peu comme le principe d'un couple où je vous ai dit, la loi d'un couple, c'est la loi d'une variable z qui serait la loi couple. Bah en fait, ça c'est la propriété précédente, mais écrit pour le couple de variables xy, où x c'est l'ensemble des variables x1, xp, et y c'est l'ensemble des variables xp plus 1 jusqu'à xn. Voilà. Avec ça, je marque mon petit deuxième arrêt, parce que notamment on vient d'avoir un résultat particulier. Est-ce que ça va toujours pour le moment ? Il n'y a rien de nouveau sur l'indépendance normalement des variables aléatoires, il y a juste ce petit lemme des coalitions. Est-ce que vous avez bien compris le principe de on regroupe par paquet disjoint les variables et toutes fonctions de ces variables sont indépendantes. Est-ce que ça va ? Raphaël a mis un pouce, oui. Axel, tu as levé la main. Oui, si juste au niveau des lemmes de coalition, si on a 10 variables aléatoires, on peut grouper, prendre 5 variables aléatoires et de 0 à 5 et de 5 à 10 et appliquer de x1 jusqu'à x5 et de x6 jusqu'à x10. Oui, mais on pourrait même aussi, alors c'est comme ça qu'on l'écrit et il y a juste comme ça qu'il faut le comprendre, mais on pourrait même regrouper ces 10 variables en allant de x1 jusqu'à x3, puis de x4 jusqu'à x7, puis de x8 jusqu'à x10, et les 3 paquets de fonctions seraient quand même indépendants. D'accord, oui. Il faut juste dire qu'on a le droit de regrouper par paquet l'indépendance des fonctions du moment qu'il n'y ait pas de partie commune. C'est-à-dire que tu peux pas me faire un paquet x1, x2, x3 et l'autre paquet x3, x4, x5. Ces deux paquets ne seraient pas indépendants. Forcément, ils dépendent de x3 des deux côtés. Merci. Voilà. Donc c'est ça le lemme des coalitions. Hein. C'est rien de plus que ça. Mais j'ai vu d'autres pouces se lever. J'ai vu Daouda, j'ai vu Dina, j'ai vu Ouda. Ok, donc ça vous va ce lemme des coalitions. Allons-y. Ok, alors oui, bon ça j'aime pas trop, mais le programme me dit de vous le dire et de faire admettre. Donc on va le faire. Alors c'est le principe de pourquoi on va pas avoir de problème entre guillemets. Pourquoi on va pas avoir de problème en proba avec justement les fameux espaces oméga AP. C'est pour ça qu'ils nous le font admettre, je pense.
Alors, le programme nous demande d'admettre. J'avoue que c'est très très compliqué, hein. Même moi en master, j'avoue que je ne suis pas sûr d'avoir tout compris quand on m'a prouvé ça, hein. Mais en gros, dès que vous vous donnez une loi de probabilité, par exemple, je vais me donner la loi géométrique. Alors la loi de géométrique, c'est défini comme une loi de probabilité. C'est une loi où les pk vont valoir p1 moins p puissance k moins 1 pour tout k appartenant à n étoiles. Si je me demande cette loi de probabilité, ma question est, si je la vois juste comme une loi de probabilité, est-ce que je peux créer une variable aléatoire ou une suite de variables aléatoires qui ont toute cette loi-là? En fait, on a un théorème en maths qui est très compliqué à prouver, qui permet de montrer que toute suite de lois de proba, on peut toujours trouver un espace oméga AP dans lequel cette suite de lois de proba correspond à la réalisation d'une suite de variables discrètes avec chacune des variables xn qui est indépendante les unes des autres. Donc en gros, quelles que soient les lois que vous voulez vous donner, en gros ce que permet de prouver ce théorème, c'est que quelles que soient les lois de variables aléatoires que vous voulez vous donner, vous pouvez toujours construire une expérience, un espace oméga AP, qui réalise cette variable aléatoire. Et donc ce théorème qu'on admet, la preuve elle est admise dans le programme et je peux absolument pas vous l'écrire, vous n'avez absolument pas les connaissances pour pouvoir essayer de parler de ça, nous permet de dire, oui, on peut oublier un peu cet espace oméga AP et travailler qu'avec des variables aléatoires. C'est pas très très grave parce il existera toujours cet espace oméga AP. Et donc travailler sur les réels, sur les calculs de variables aléatoires, permet de faire tous les calculs qui existent en proba avant. Donc c'est un gros résultat lourd, ça me permet juste de ça me permet juste de dire, c'est pour ça qu'il n'y a pas besoin de trop regarder ce que c'est que A. Il n'y a pas besoin de trop regarder ce que c'est que ce triplé oméga AP quand on travaille avec des variables aléatoires, et c'est pour ça qu'il n'est pas précisé. On peut toujours trouver un espace dans lequel les variables sont créées. Voilà. Et c'est pour ça que vous avez des exos qui commencent par soit X de telle loi, on a le droit de le faire, on sait que ça existera. C'est pas un résultat capital, hein, c'est juste ça existe. Alors, dernière définition, et on a fini, je pense, avec tout ce qui est classique. Hop. Alors, une suite de variables aléatoires est dite IID, et là, IID, c'est pas une abréviation, enfin, c'est une abréviation, mais c'est une abréviation à connaître, hein. On doit savoir ce que c'est que le terme IID, c'est officiellement au programme, vous avez le droit de dire que des variables sont IID, c'est pas une abréviation de ma part, c'est une abréviation du programme, et c'est une abréviation qui existe entre guillemets dans toutes les langues. Une suite de variables aléatoires est dite IID de loi P si elles sont toutes indépendantes et identiquement distribuées. Ce qui veut dire indépendantes et de même loi. Voilà. Voilà pour... c'est juste une définition, mais voilà pour les définitions de ces choses-là. Avec ça, on a fait à peu près tout ce que je voulais voir en priorité. C'est-à-dire qu'avec ça, je vous ai fait un récapitulatif réellement de... Alors, attention, je n'ai pas tout fait, mais je m'arrête là temporairement. J'ai fait un récapitulatif de l'ensemble des notions, alors, à part si j'oublie le théorème de la limite monotone, mais qui ne change pas en probabilité pour vous. Alors, je n'ai pas parlé pour le moment d'espérance et de variance, parce que ça, il y a des choses qui vont changer. Alors, je le dis vite fait, mais il y a des choses qui vont changer, parce que maintenant, comme on a des espaces qui sont dénombrables, quand on va aller calculer une espérance, ça devient une série, mais contrairement aux probas, où on sait que toutes les probas sont majorées par 1, je n'ai rien qui ne me majore ma série. Et donc, je vais avoir en vrai des problèmes de convergence pour ces séries, pour tout ce qui est espérance et variance. Donc, pour ces notions d'espérance et de variance, il y a des nouvelles choses qui vont changer. Donc ça, c'est des choses qui vont changer, je vais en parler un peu plus tard, mais est-ce que pour le moment, sur l'ensemble des notions qu'on a revues là, sans espérance et variance, on va dire, est-ce que ça va, ces concepts de probabilité infinie, entre guillemets? On a généralisé le cours, mais
Bon, c'est globalement la même chose qu'en fini, hein. Il n'y a vraiment rien qui change. Est-ce que ça va pour tout le monde? L'ensemble de ce qu'on a fait hier et ce matin en probabilité, en termes de concept. Oui, Asma, c'est bon? Ok. Axel, tu lèves la main aussi? D'accord. Oui, Ryan aussi? Oui. Oui, oui, vas-y Axel. Oui, pour la variable ID, ça correspond à les XN, ça peut correspondre à quoi, par exemple? Bah, justement, alors j'ai mis un exemple dans le poly que j'ai pas recopié. Quand je parle de mon lancer de pièces, je lance une pièce indéfiniment. Je peux considérer chacun de mes lancers de pièces. Alors, vu que je veux des réels, je vais pas dire que je fais pile ou face, mais je vais dire que je fais 0 ou 1 pour chaque lancer de pièces. Enfin, pile c'est 0 et face c'est 1. Bah, dans ce cas-là, à chaque lancer de pièces, je peux associer une variable de Bernoulli. Donc, je pourrais créer, par exemple, en lançant ma pièce une infinité de fois, une suite infinie de variables de Bernoulli qui est, si ma pièce est équilibrée, c'est toutes des variables de Bernoulli de paramètre 1,5 et qui seraient toutes indépendantes. Donc ça, ce serait une suite de variables IID. Elles seraient toutes indépendantes et de même loi de Bernoulli de paramètre 1,5. D'accord, merci. C'est juste ça. Voilà. Ok, bah on va peut-être, avant de continuer la suite, on va peut-être faire quand même attaquer des exercices. Je voulais pas forcément tout faire, alors je vais peut-être en faire un là-haut. Et un sur cette partie-là. Alors il faut que je remonte dans le poly. Vu qu'hier on avait fini sur des exos, je vais quand même essayer d'en faire un. Alors je vais trop remonter d'un seul coup, je vais trop vite. Tac tac tac, proba conditionnel, ça je l'ai fait, ça je l'ai fait. Mes exos ils étaient où? Ouais, alors je vais garder pour plus tard mon exo 21 que j'aime beaucoup et qui sera l'exo de cours qu'on aura plus tard. On va aller faire l'exercice 20. Hop. Hop. Alors, attaquons l'exercice 20 du poly. Alors, je reprends tout sur les exos, enfin sur ce qu'on a fait jusque-là. Tant qu'on va pas parler vraiment d'exos complets avec des variables aléatoires et qu'on n'aura pas espérance et variance, je vais pas faire grand-chose. Je vais juste faire des petits exercices pour vous montrer certaines notions. Mais allons-y. Alors, soit AN une suite d'événements indépendants de probabilité P de AN qui vaut 1 sur N plus 2 au carré. Notre but, c'est de montrer que la probabilité de l'union infinie, donc ce que j'aurais pu aussi noter comme ça, probabilité pour l'union pour N égale 0 à plus l'infini des AN fait 1,5. Alors là, ça va être vous, et ça va être plus lent que d'habitude. Hein. Comment je vais aller calculer cette probabilité d'une union infinie? Alors oui, j'ai dit que j'allais interroger au hasard, je vais le faire. Tiens, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bah tiens, je vais le faire sur mes 16 étudiants. Ah oui, mais comme je vous vois pas dans le machin... Ah, c'est gênant ça. Comment je fais? Tac, tac, tac. Si je ferme mes onglets, si je ferme ça, c'est bon. Tac. Je vais chercher un nombre entre 1 et 16. Alors 4, mais 4, il me faut une liste d'appels. Si je fais ça... 1, 2, 3, 4. Égé, du coup, est-ce que tu as une idée de comment je vais aller faire pour calculer cette probabilité d'une union infinie? Le théorème de limite monotone, monsieur? Oui, alors ça... Oui, vas-y, continue, pardon. Et on calcule la série de n égale 0 à
plus l'infini de 1 sur n plus 2 au carré parce que en admettant la convergence parce que c'est 1 sur n carré. Alors, d'accord. Bon, je vais reprendre ça. Il y a un truc qui va être bizarre et il va falloir qu'on le voit, ce truc-là, justement. Enfin, il y a un truc qui est tordu dans notre calcul et qu'il faut qu'on comprenne. J'espère que certains ont compris que ça pouvait pas marcher et qu'il allait avoir un bug. Alors, par contre, j'ai une très bonne idée. Clairement, c'est une union infinie. Qu'est-ce qu'on doit faire? On applique le théorème de la limite monotone. C'est-à-dire que la probabilité de l'union pour n égale 0 à plus l'infini des AN, on va aller voir ça. Alors, on n'a pas il n'y a pas marqué dans le texte, il n'y a pas marqué croissance ou décroissance des événements. Donc, on va devoir appliquer notre théorème de la limite monotone, la version générale. Donc, ça va juste être la limite quand grand N tend vers plus l'infini de l'union pour n égale 0 à grand N des AN. Ça, c'est la première chose. C'est sûr et certain, on va devoir appliquer ça, on n'a pas le choix. Par contre, il y a un problème. Tu m'as dit, on va devoir faire la somme des 1 sur n plus 2 au carré, et on va devoir calculer cette somme. Mais oui, je suis d'accord avec toi, Ege. Cette somme, elle est liée à la somme des 1 sur n carré, mais si vous vous rappelez votre concours blanc ou un résultat relativement classique, cette somme, elle est quand même méchamment liée à pi carré sur 6. Or, le résultat que je veux à la fin, c'est que c'est 1 demi. Et le 1 demi, il n'a pas vraiment de rapport avec le pi carré sur 6. Donc c'est que le calcul de cette probabilité va pas être lié au calcul direct de la somme des 1 sur n plus 2 au carré, parce que sinon mon calcul, j'aurais plutôt du pi et des choses comme ça, plus que du 1 demi. Donc là, il manque quelque chose et une idée. Alors, l'idée qui était fausse et qui fait que ce sera pas une somme, c'est parce que justement, je n'ai pas d'informations sur mes événements. Qu'est-ce que j'ai comme info sur mes événements? Et c'est bien ça qu'il faut comprendre. Je sais que mes événements sont indépendants. Je ne sais rien d'autre. Donc, par exemple, ils ne sont pas disjoints. Il n'est pas vrai du tout que cette limite, enfin, cette probabilité d'une somme, ce n'est pas la somme des probas. Cette union n'est pas disjointe, c'est pas fait. Et je vous l'ai dit, la formule du crible, si on a n événements, c'est très compliqué. On va pas vouloir aller faire ça. Du coup, comment on va continuer? Il me faut une deuxième idée. Alors, autre façon, comment on va aller utiliser l'hypothèse d'indépendance et comment on va aller calculer cette proba, puisque c'est pas des unions disjointes et qui nous montrent quelque chose. Alors, ça m'envoie en 15. Hop, en 15, nous avons Carla. Hop, je reviens sur mon écran. Carla, est-ce que tu as une idée de comment est-ce qu'on va aller utiliser cette notion d'indépendance et faire un calcul? Ah, pardon, excusez-moi, Ryan, j'avais pas vu que tu levais la main. Ryan, est-ce que tu as une question? Oui, justement, si on calcule la série, on a pi carré sur 6, et c'est supérieur à 1, est-ce que ça pose pas de problème? Mais justement, c'est pour ça que ce calcul n'a pas de sens. C'est-à-dire que la réponse du texte qui vous dit que la valeur vaut 1 demi doit vous indiquer que ce calcul de somme dont m'a parlé Ege paraît pas naturel. C'était plutôt dans ce sens-là qu'il fallait le voir. C'est ce que j'ai expliqué. Il n'y a pas union disjointe, donc cette somme n'a pas de sens. Hein. Donc il va falloir faire autrement. Carla, est-ce que tu es là? Est-ce que tu as une idée? Si tu n'as pas d'idée, est-ce que tu peux au moins répondre? Je n'ai pas d'idée, mais typiquement pour faire... Pardon? J'ai pas d'idée. D'accord. Alors, est-ce que quelqu'un d'autre a une idée? Axel, tu lèves la main? Oui, c'était juste pour savoir, par rapport à... On peut donc pas faire la somme vu que c'est pas disjoint, c'est ça? Bah oui, c'est exactement ça. D'accord. On ne sait pas que les événements sont disjoints, donc la probabilité, c'est pas la somme. Alors, on pourrait essayer d'appliquer la formule du crible, mais la formule du crible à n événements, elle est horrible. Donc, je ne vous engage pas, enfin, il y a d'autres solutions, quoi. Alors, est-ce que quelqu'un a une idée en levant la main ou pour l'ensemble des internes, vous pouvez parler directement au micro si quelqu'un a une idée chez les internes. Dina, vas-y. Monsieur, est-ce qu'on peut utiliser la définition directe de l'indépendance d'une famille d'intégrales? Juste on fait le produit des événements. Ben alors, justement, Dina, c'est l'idée que je cherche. En fait, je suis d'accord, on faudrait faire le calcul des produits, mais pour avoir le calcul des produits, il faut avoir des intersections. Et là, ce que j'ai dans mon exo,
C'est des unions. Donc comment je vais passer... Alors maintenant, on a détaillé un peu plus le problème. Comment je vais passer de l'intersection à l'union? Ryan? On va passer au complémentaire. Oui, pour calculer maintenant cette proba de l'union pour n égale 0 jusqu'à grand N des AN, on va passer au complémentaire. Le complémentaire va devenir une intersection. Cette intersection, après, on va la calculer par un produit et par indépendance. Oui, Dina, c'est que t'as pas baissé la main ou t'as encore une question? Ok, d'accord, c'était juste un bug. Ok. Bah, je m'y remets du coup, hein. Change d'écran, je vois plus les mains levées et tout ça. Pour appliquer ce qu'on vient de dire. Oui, donc maintenant, or, la probabilité pour l'union pour n égale 0 à n des AN, c'est égal à 1 moins la probabilité de l'intersection pour n égale 0 à grand N des AN. Ici, c'est le passage au complémentaire. Du coup, maintenant, par indépendance, ceci, ça va être 1 moins le produit pour n égale 0 à grand N des probabilités de AN. Ça devient donc, par les calculs qu'on a, le produit pour n égale 0 à grand N des ouais, ça fait le produit pour n égale 0 à grand N des 1 sur n plus 2 au carré. Je remonte un peu pour être sûr de ne pas me tromper. Oui. Ah non, excusez-moi. J'ai oublié quelque chose, j'ai fait une grosse erreur. Bah tiens, je vais vous embêter vous. Il y a une erreur dans ce que je viens d'écrire. J'ai été trop vite. Quand j'ai fait mon passage au complémentaire, j'ai été trop vite. C'est quoi le contraire de l'union des AN? J'ai fait une grosse erreur. Est-ce que quelqu'un peut lever la... Enfin là, je vous laisse libre. Est-ce que quelqu'un voit l'erreur et voit ce qui s'est passé? J'ai écrit une bêtise dans ce qui suit. Axel? On n'est pas le Morgan, nous Si, c'est les One Morgan, mais du coup, qu'est-ce que j'ai oublié de faire dans le membre d'après? C'est l'intersection des AN bar. Oui, c'est exactement ça. J'ai juste oublié de mettre mon bar. J'ai voulu aller vite et j'ai oublié de mettre mon bar. C'est juste ça. C'est l'intersection des AN bar ici. Il manque le bar ici quand je passe au complémentaire. Donc pardon, ça fait le produit des AN bar et du coup je vais effacer cette horreur qui est à la ligne d'après. Ça ne fait pas ça du coup. Ça fait ceci. Et la probabilité par contre de AN bar en repassant au complémentaire, ça fait 1 moins 1 sur n plus 2 au carré. Et là, soyons clairs, hein, on a 100% fini notre exercice de proba. Maintenant, c'est plus un exercice de proba, c'est un exercice de calcul de produit. Donc, comment je vais calculer ça? Je vais même oublier le 1 moins. Je vais juste aller me calculer le produit. Alors, le produit, je vais le réécrire comme ça. C'est le produit pour n égale 0 à grand N des n plus 2 au carré moins 1 sur n plus 2 au carré. Parce que de toute façon, je ne sais rien faire avec un produit tant que j'ai une somme, donc je suis obligé de mettre au dénominateur pour essayer de me faire mieux apparaître un produit. Sauf que j'ai toujours un problème, c'est que là-haut, j'ai toujours une somme. Donc je peux toujours pas calculer ce produit ou essayer de faire des règles d'opération sur les produits tant que j'ai ce moins là-haut. Voilà, je vais embêter quelqu'un.
en 3. En 3, c'est Ouda. Comment je vais me débarrasser de ce moins en haut, Ouda? Comment je vais faire pour faire disparaître le moins au niveau du n plus 2 au carré moins 1? On fait une factorisation. Ouais, c'est exactement. Bah, on va factoriser. Comment on va faire, Ouda? T'as l'idée ou pas? Non, je vois pas. Alors, n plus 2 au carré moins 1, je t'aide. N plus 2 au carré moins 1 au carré. Ah oui, on va faire n plus 2 facteur n moins 2. Non. Ouais, enfin, faut appliquer les... Identité. Ouais, les identités remarquables, c'est exactement ça. C'est une identité remarquable qu'il faut voir ici. C'est exactement ça. On va faire une identité remarquable. Ceci, ça va faire le produit pour n égale 0 à grand N des n plus 2 moins 1 facteur de n plus 2 plus 1, le tout divisé par n plus 2 au carré. Donc ceci fait le produit pour n égale 0 à grand N des n plus 1 facteur de n plus 3 sur n plus 2 au carré. Alors là, j'ai pas envie d'y passer trop longtemps, les idées sont là. Si vous avez un peu de mal avec ça, au pire vous l'écrivez en 3 petits points, vous allez voir que ça passe très très bien. Moi je vais vous le réécrire autrement, je vais vous le réécrire comme ça ce produit. Je vais vous dire que ça c'est du n plus 1 sur n plus 2. Et de l'autre côté, je vais vous dire c'est le produit pour n égale 0 à grand N des n plus 3 sur n plus 2. Je vais séparer en deux produits en fait ce produit. Et si je le fais, il se passe quelque chose d'assez magique, c'est que mes deux produits deviennent des produits télescopiques. J'ai bien deux termes consécutifs. J'ai n plus 1, le terme de plus petit c'est n plus 1, le terme d'après c'est bien n plus 2. Et ici j'ai n plus 3 comme terme d'après et n plus 2 comme terme d'avant. Du coup, par calcul des produits télescopiques, si je fais un produit télescopique, le premier produit, je vais prendre le terme d'indice le plus bas à la borne du bas, donc ça va me faire 1 en haut, et en bas je vais le prendre à la borne du haut, ça va me faire du n plus 2, oui. Et le deuxième produit, je vais le prendre à la borne du bas en bas, ça va me faire du 2, et là-haut ça va me faire du n plus 3. C'est comme ça que se calcule ce produit télescopique. Et si maintenant je fais un équivalent de ça quand grand N tend vers plus l'infini, ben en haut le n plus 3 c'est équivalent à grand N et en bas ça me fait du 2 fois n. Donc cette chose-là va être équivalente à 1 demi. Et donc j'ai bien que le produit infini vaut 1 demi. Et donc que 1 moins le produit infini vaut aussi 1 demi. Et donc oui, cet exercice n'est absolument pas lié à la somme des pi carrés au pi carré sur 6, mais c'est bien comme ça qu'on trouve le 1 demi. Voilà. Est-ce que ça va pour ce calcul de produit télescopique, ou est-ce que quelqu'un veut que je réexplique ou que je détaille plus, ou c'est bon? On a déjà vu, la formule du calcul du produit télescopique, c'est je prends le terme d'indice le plus haut à la borne du haut et je prends le terme d'indice le plus bas à la borne du bas. C'est des techniques standards. Est-ce que ça va pour le moment? Pour cet exercice? J'ai pas écrit la fin, je n'ai pas écrit du coup mon produit infini vaut 1 demi et du coup ma proba 1 moins ce produit infini vaut 1 demi. Mais l'idée est complètement là, on a fini l'exercice. Ahmed c'est bon, Axel c'est bon, Asma aussi, Ouda aussi, Daouda aussi, ok. Dina aussi, bon, c'est bon. Ok. Tac, je vais passer à la suite. Donc, je garde notre exo le 21, qui est aussi un exo un peu de théorème de la limite monotone, etc. Je le garde pour quand on sera en présentiel.
J'ai encore aucune info pour demain, je sais pas. Bon, de toute façon, il faut attendre de voir ce qui se passe. Là, c'est la tempête de neige dehors chez moi. Donc, on attendra. Je vais faire 2 exos de variables aléatoires sans les espérances et variances pour montrer un peu ce qui se passe. Hop. On va faire un exercice un peu bête. Hop. Alors c'est juste pour les idées, hein. Je vais peut-être aller un peu vite sur cet exercice en calcul, vu que les idées on les a déjà vues en révision. Vous aviez un exo de colle dans les 3 semaines de révision sur ce genre de choses-là. Donc j'ai pas envie d'y passer du temps, je vais juste mener les calculs quand même, parce que ça a peut-être besoin d'être mené. Il faut voir que les calculs fonctionnent bien. Mais les concepts, ça va aller relativement vite. Donc voilà par exemple cet exercice où je vous donne A et lambda, 2 réels strictement positifs, et x et y, 2 variables à valeur dans n, et je vous donne la loi du couple de variables x, y, et je vous donne la loi du couple est donnée par ceci. Et je vous demande d'exprimer la quantité A en fonction de lambda. Donc en gros, ce qui est caché dans la question, c'est je veux que ceci soit une loi de variables aléatoires. Lambda et A peuvent pas être n'importe quoi si je veux que ce soit une loi de variables aléatoires. Alors déjà, A et lambda sont strictement positifs, donc on peut dire que pour toutes I et J dans n carré, c'est exactement ce que j'avais fait en classe hier. Je sais que les probabilités de x égale I inter y égale J sont toutes positives. Pour avoir une loi de variables aléatoires, maintenant, ce que je dois avoir, c'est la somme des probabilités de x égale I inter y égale J qui vaut 1. Alors je vais quand même poser une question à quelqu'un parce qu'il faut adapter. Qu'est-ce que je fais varier dans ma somme? Entre guillemets. Qu'est-ce que je dois écrire comme indice dans ma somme? Alors 5 c'est qui? 5 c'est Clément. Clément, quel indice je dois mettre dans cette somme dans le contexte de l'exercice? Je vais sommer sur quoi et allant de quoi à quoi? On va sommer sur soit I, soit J. Et on va aller... Alors, on va revenir sur le soit I, soit J, on va aller de quoi à quoi? On va aller de 1 jusqu'à plus infini. Les I et J sont dans N, hein. Ils sont pas dans N étoile. Hein. Ah, de 0 jusqu'à plus infini. Oui, alors attention, je sais pas si c'était juste un bug, Clément, ou si c'est un truc plus profond, mais attention, on enlève souvent les zéros dans les calculs d'espérance ou de variance, parce que comme on multiplie par K, le terme devient nul. Hein. Mais dans les calculs de proba, si ça commence à 0, faut surtout pas enlever le 0. Alors, je ne suis pas d'accord avec on va sommer sur soit I, soit J. J'ai fait exprès d'écrire un seul symbole somme pour vous faire comprendre votre cours. Je vais remonter dans le poly de cours, faut juste que je retrouve l'endroit, excusez-moi. Tac, 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 c'était où? C'était là. Je reviens là. Hop. Alors, je vais essayer de le mettre, ça va être au-dessus, là-haut, je pense que ça va apparaître. CTRL V, non, c'est trop, ouf, ça l'a bien zoomé. Je remonte un tout petit peu, mais je l'ai mis. La formule de cours qui est écrite pour les lois de couple, c'est on va sommer sur le couple des variables x, y variant dans x de oméga et y de oméga. Du coup, ici, on va pas sommer soit sur i, soit sur j, mais on va bien sommer et sur i et sur j. Donc, on va faire la somme pour i égale 0 jusqu'à plus l'infini de la somme pour j égale 0 à plus l'infini. Et puisque cette série converge, on le sait, la famille est sommable, entre guillemets, on peut inverser dans tous les sens, on peut calculer dans tous les sens ces sommes. J'ai mis j égale 0 à i égale 0, mais on va peut-être le faire dans l'autre sens. On va voir ce qui est le plus pratique, entre guillemets. Allons-y. C'est juste du calcul de somme, maintenant. Hop, je passe à la page d'après, j'essaye de mettre mon énoncé. Ouais, je vais pas y arriver à mettre mon énoncé. Je peux peut-être remettre l'énoncé plus bas pour pouvoir me lancer.
Hop, je vais au moins reprendre ma loi. Bon, je vais juste reprendre cette partie-là pour avoir pour mes calculs. Hop, c'est parti. Lançons-nous. Donc, je vais faire la somme. Tiens, je vais décider d'inverser parce que c'est juste qu'on a écrit souvent JI plutôt avant I. Je vais aller faire la somme pour I égale 0 de la somme pour J égale 0 à plus l'infini des A. Alors le A, je peux le sortir direct. Je vais le mettre directement devant de A fois. Ou alors non, je vais même pas le calculer avec A. Je vais juste voir ça. Je vais voir le nombre que ça fait. Ça va me donner la valeur de A. Donc ce que je dois calculer, c'est cette somme-là. Donc I plus J, lambda puissance I plus J, sur I factoriel, J factoriel. Alors, bah tiens, si, en fait, c'est de la somme double, mais c'est de la somme double technique. On n'a pas fait trop des sommes doubles techniques comme ça. Je vais embêter quelqu'un quand même. 11. C'est qui en 11 9, 10, 11. Paloma. Paloma, comment tu ferais pour te lancer dans le calcul de cette série? Je sais pas, monsieur. Alors, il y a une somme double. Si on se concentre pour le moment sur la somme intérieure, la somme en J, qu'est-ce que je peux faire dans cette somme en J? Des trucs un peu bêtes. Qu'est-ce que tu veux, Paloma, toujours ainsi. Est-ce que tu as une idée d'un truc un tout petit peu, enfin pas bête, mais qu'on peut faire sur la somme en J? On oublie pour le moment la somme en I. On peut sortir le 1 sur J factoriel. De la somme en J, on peut sortir le 1 sur J factoriel? Grrr. Ouais, j'ai le droit de grogner aussi en visio. Non, certainement pas. Justement pas. Alors, je vois... Ah bah, Ahmed, t'as la main levée. C'est une question ou c'est pour répondre? Enfin, les deux, tu peux, hein, mais... J'ai une idée si... Ouais, vas-y. On essaie de séparer puisqu'on a une somme en fonction de I et l'autre en fonction de J. Ouais. On essaiera de mettre lambda en fonction juste de I fois lambda de J. Je sais pas si c'est possible. Bah si, lambda de I puissance I plus J, ça fait lambda puissance I fois lambda puissance J. Mais qu'est-ce que t'en fais de ça? Je suis d'accord, hein. Je vais l'écrire, je change d'écran donc je vous vois plus, mais je peux repartir ici. Je suis d'accord que ceci, je l'écris en même temps que tu le dis, ça fait lambda puissance I fois lambda puissance J. Mais comment tu t'en sers? Mais juste après, est-ce que je réfléchis si c'est possible de séparer totalement sur les deux sommes. Je sais pas. Enfin, en tout cas, déjà, on va essayer peut-être de développer sur I et J, peut-être. Alors c'est pas très précis en disant ça. En gros, j'oublie la somme en I, j'ai la somme en J. Qu'est-ce qu'on peut faire sur la somme en J du coup maintenant avec ce que tu as écrit? Peut-être considérer I comme constante. Ouais, et donc si c'est une constante, on peut? En somme sur J, je sais pas. Je sais pas. Si tu as une constante dans une somme, qu'est-ce que tu peux faire? Ce qu'on fait toujours, hein, pour simplifier, pour essayer de mieux voir les choses. Ah, c'est pas grave. Axel, t'as une idée? Oui, c'est juste. D'abord, on pourrait. On a du I plus J, donc on pourrait séparer d'abord les. Oui, on va séparer la somme en deux, et qu'est-ce qu'on va faire d'autre? On va regrouper les I dans la somme avec les I, et on va regrouper les J dans la somme avec les J, non? Ah non, elles vont pas être séparables complètement, ces deux sommes, ça va pas marcher comme ça. Daouda? Ah, attends, réessaye avec le bruitage, j'ai pas compris ce que tu as dit. Oui.
Ouais, on va sortir les i des trucs en j. Alors, hop, je repars par là. Oui, alors c'est un mélange de l'idée d'Axel et de l'idée de Daouda. On va aller séparer la somme en deux. Alors, je réécris ma somme. Oula, ça bug. Wow, du calme. La somme sur i égale 0 jusqu'à plus l'infini. Et maintenant, je vais réécrire deux sommes à l'intérieur. Je vais développer mes deux sommes par rapport au i plus j qui est là. Ça, c'était l'idée d'Axel. D'un côté, je vais avoir une somme qui va s'écrire somme pour j égale 0 à plus l'infini. Alors, je le fais en deux temps. Ça va me faire i fois lambda puissance i lambda puissance j, j'utilise l'idée d'Ahmed, sur i factoriel j factoriel. Et l'autre somme, ça va être la somme pour j égale 0 à plus l'infini des j fois lambda puissance i lambda puissance j sur i factoriel j factoriel. Maintenant qu'on a ça, j'ai toujours ma somme pour i égale 0 à plus l'infini. Maintenant, ce que je vais appliquer l'idée de Daouda, dans chacune des sommes, je peux sortir, en fait, dans chacune des sommes en j, je peux sortir tout ce qui dépend de i. Donc ici, j'ai un i lambda i sur i factoriel, et il va juste me rester un lambda puissance j sur j factoriel. Et ici, je vais avoir du lambda puissance i sur i factoriel qui va sortir, et je vais avoir un j égale 0 à plus l'infini des j fois lambda puissance j fois j factoriel. Alors, on a quasiment gagné. Maintenant, c'est moi qui vais faire parce qu'il y a... Enfin, pour les étapes simples. Ici, je garde mon i lambda... alors, je garde mon i lambda i sur i factoriel. Vous verrez plus tard pourquoi je le garde, pour pas faire plein de modifs. Et ici, la somme pour j égale 0 à... Ça fait juste... Vous devez le voir que ça fait exponentielle de lambda. Maintenant, ici, j'ai un lambda i sur i factoriel pour calculer la série qui est derrière. Il faut voir que le j qui est là va simplifier avec le j qui est là, qui va me faire du j-1 factoriel au dénominateur. Par contre, le numérateur, je vais le garder tel quel, ça va me faire du lambda j. Et par contre, comme je ne peux pas écrire du j-1 factoriel, j'ai pas le droit de le faire, j'ai le droit de le faire qu'à partir du rang 1. Ma somme, je vais la faire commencer à j égale 1. Donc ma deuxième somme devient ceci. La somme pour j égale 1 à plus l'infini des lambda puissance j sur j-1 factoriel. Là, j'ai posé une question. Cette deuxième série, comment je vais la calculer? Parce qu'en fait, il n'y a qu'une seule méthode qui va marcher ici pour la calculer. 9. Asma. Comment on va calculer la deuxième somme que je viens d'écrire? Alors, c'est un peu mal écrit au tableau, mais c'est bien du lambda puissance j. C'est du lambda puissance j sur j-1 factoriel. Alors, je sais pas si t'as un bug, Asma, je vois que ton micro est ouvert, mais je t'entends pas. Je sais pas si c'est un bug, mais je ne t'entends pas, Asma. Vous m'entendez pas? Ah, ça y est, là je t'entends. Ça y est, là je t'ai entendu. Ah, ok. Bah, du coup, moi j'ai dit qu'on ne fait pas un changement de variable, on met le j est égal à 0, le j-1 en j, pour le transformer en exponentielle ensuite. Oui, je t'avais vraiment pas entendu, Asma, c'est exactement la bonne idée, mais je n'entendais pas ce que tu disais. C'est bon, là le son passe et je t'ai entendu, pas de souci. C'est exactement ça. On va faire un décalage d'indices. Alors, je n'aime pas poser des j égale j parce que vous vous plantez sur vos indices, sur vos décalages. Donc moi, je vais poser une autre lettre, mais l'idée est complètement là.
Moi, je vais poser, certainement pas I, je vais poser L est égal à J-1. Si je pose L est égal à J-1, je vais l'écrire à côté. Cette somme, ça devient la somme pour L égale 0 à plus l'infini des lambda puissance L plus 1 sur L factoriel. Et le lambda puissance L plus 1 qui est là, ça devient lambda puissance L fois lambda puissance 1. Ce qui fait que, je vais le réécrire, mais toujours cette somme, je peux la réécrire comme lambda fois la somme pour L égale 0 à plus l'infini des lambda puissance L sur L factoriel, ce qui veut dire que cette somme fait lambda exponentielle de lambda. Donc je peux maintenant revenir à ma série complète, je le fais ici, ça redevient la somme pour I égale 0 à plus l'infini des I lambda puissance I sur I factoriel fois exponentielle de lambda. Et ici, je vais avoir un lambda puissance I plus 1 sur I factoriel fois exponentielle de lambda. Alors, là, j'ai autre chose. Je vais devoir rappliquer, donc je vais aller vite maintenant, parce que ce sont exactement les mêmes idées. J'ai plus que la somme en I à calculer, et c'est exactement les mêmes idées. D'ailleurs, ici, j'aurais pas dû l'écrire comme ça. Je reviens en arrière. Ce lambda puissance I, j'aurais pas dû écrire lambda puissance I plus 1, j'aurais dû garder comme ça. Maintenant, dans cette somme, je vais la séparer en deux séries. Et cette somme que je vais séparer en deux séries, je vais sortir tout ce qui peut en être sorti. Ça va me faire un exponentiel de lambda en facteur. Je vais avoir d'un côté la première somme, je vais faire comme tout à l'heure. Ma somme I, je vais la faire commencer à 1. Et je vais mettre du I-1 factoriel en bas. Parce que je vais simplifier le I avec le I factoriel en bas. Et de l'autre côté, comme j'ai mis exponentielle de lambda en facteur, je vais avoir un lambda facteur de la somme pour I égale 0 à plus l'infini des lambda puissance I sur I factoriel. 1. Et donc ça va me faire du exponentiel de lambda. Mon décalage d'indice va marcher de la même façon que tout à l'heure, donc ça va me refaire du lambda exponentiel de lambda plus lambda exponentielle de lambda derrière. Donc au final, ce calcul, ça me fait du 2 lambda exponentielle de 2 lambda. Ouais. J'obtiens du 2 lambda exponentielle de lambda. Alors ça, c'était mon calcul de somme. Je descends encore un tout petit peu juste pour faire une ligne. Donc, je vais mettre la somme des probabilités de x égale i, y égale j pour ij dans n au carré est égal à 1. Ça, c'est équivalent à ce que a, c'était a fois le calcul qu'on vient de faire, fait 1. Et donc ça, c'est équivalent à écrire que a doit faire 1 sur 2 lambda de lambda exponentielle de 2 lambda. Voilà pour cette calcul de loi. Donc pour qu'on ait une loi de proba, il n'y a pas le choix, il faut que A ce soit ce nombre-là. Voilà pour ces calculs de somme. Est-ce que ça va à tout le monde, ce premier calcul de somme? Ahmed, c'est bon. Axel aussi. Ryan aussi. Sanda aussi. Daouda aussi, ok. Asma aussi. Je vais continuer. Du coup, l'exo est pas fini.
Je remets la loi de la variable. La deuxième question de l'exo est assez classique. Enfin, maintenant qu'on sait que c'est une loi de variable aléatoire, je pourrais même remplacer le A par ce qu'il faut, mais on va le garder. On veut trouver la loi des lois marginales. On veut trouver la loi de X et la loi de Y. Alors, justement, alors je vais faire moi. Alors là, je vais vous aider, c'est juste pour gagner du temps, pour pas qu'on perde pas trop de temps sur cet exercice. Je vais commencer par la loi de X. Alors, pour trouver la loi de X, on va aller calculer pour tout i appartenant à n, on va aller calculer la probabilité de X égale i. Comment on va faire? Bah pour moi, c'est toujours la même chose. Il y a deux variables, il y a X et Y, donc c'est une expérience en deux temps. On va faire une FPT sur la loi de l'autre espérance. Donc je fais ma FPT sur le... Et oui, je fais un système quasi complet d'événements. Non, vous pouvez mettre SCE, je vous dirai rien, mais moi je fais bien les choses. Maintenant qu'on l'a vu ce mot, je vais mettre sur le SQCE Y égale J, J appartenant à grand N. Et ça va me faire la somme pour J égale 0 à plus l'infini des probabilités de X égale I inter Y égale J. Pourquoi je le fais dans ce sens-là? Parce que ça revient à faire la somme sur J. Je vais l'écrire en dessous, en fait, vous comprendrez peut-être mieux ce qui se passe. Ça revient à faire la somme sur J de ceci. De A fois I plus J lambda puissance I plus J sur I factoriel J factoriel. Mais ce calcul de cette somme-là, c'est exactement... Alors attention, on voit les yeux, ne devenez pas épileptique à cause de moi. Je vais remonter très très vite l'écran. Ce calcul de cette somme-là, c'est exactement le calcul que j'ai fait. Quand j'ai fait ce calcul initial-là, j'ai d'abord calculé la somme intérieure que je suis en train d'encadrer en rouge. Cette somme intérieure que j'ai d'abord encadrée en rouge, la somme intérieure, elle a été finie, le calcul a été fini quand j'étais ici. Ce que j'encadre en rouge ici. Donc je vais faire un... je vais pouvoir le faire comme ça. Tac. Hop. Je descends. Donc cette somme-là, elle vaut tout simplement... je vais passer à la page d'après parce que je pense... Aïe, aïe, j'ai fait une boulette. C'est bon, j'ai pas perdu le partage, ça n'a pas l'air. Hop. Si je passe à la page d'après, en fait, cette proba, c'est juste le calcul précédent. C'est-à-dire que c'est égal, et je fais CTRL V. Oula, wow, c'est beaucoup trop gros. C'est égal au calcul qu'on a fait tout à l'heure. Ça fait le I lambda puissance I sur I factoriel exponentielle de lambda, plus lambda puissance I plus 1 sur I factoriel exponentielle de lambda. Donc en fait, la loi de X, selon dans quel sens vous avez calculé vos sommes doubles, en fait, la loi des marginales, il y en a souvent une que vous avez obtenue naturellement. Celle que vous avez calculée, en fait, en calculant la somme intérieure. Alors, par contre, la loi de Y, celle-là, on l'a pas calculée, mais je vous remets... Mince. Ah, mais... j'ai plus mon énoncé, pardon. Faut que je refasse ça. Je vous remets ceci, qui est la loi du couple. J'ai la loi du couple. Alors, j'essaie de tout mettre à l'écran, ça marche pas bien. Je vais juste remettre, tiens, je vais mettre le membre de gauche ici, comme ça on aura tout ce qu'on a comme info à écran. Je viens d'apprendre que la probabilité de X égale I, c'est ça. Et je sais que la loi jointe, elle est donnée en dessous. Là, je vous laisse réfléchir, vous. Je veux que quelqu'un se propose. Je vais pas interroger quelqu'un parce que c'est entre guillemets fin. C'est quoi la loi de Y? Est-ce que j'ai besoin de faire du calcul pour trouver la loi de Y? Axel? On peut pas passer au complémentaire ou quelque chose comme ça, parce que vu que c'est un SCE, on pourrait pas.
Non, c'est pas ça l'idée qu'il y a dans qu'il faut voir en voyant les quantités. Là, c'est même pas un concept, comment dire, probabiliste autour, c'est vraiment un truc sur les quantités. Alors, chez les internes, il y a quelqu'un qui veut intervenir? Oui, monsieur, lorsqu'ils sont indépendants, en fait, loi de X inter Y se donne par le produit de loi de X et de Y. On connaît X et on connaît loi de X inter Y. Ah oui, mais dans mon exercice, il y a marqué nulle part que mes deux variables sont indépendantes. Mes deux variables sont pas indépendantes ici, d'ailleurs. Ça ne va pas marcher. Daouda? Et j'arrive pas à comprendre. Je comprends pas ce que tu me dis, Daouda. Non, j'arrive pas à comprendre ce que tu dis là. Autant tout à l'heure j'avais réussi à déchiffrer on sort les trucs en ligne et là j'ai pas du tout ce truc-là. Bon, désolé. Ryan? Oui, ce serait pas la même formule, mais au lieu d'avoir des I, ça serait des J. Oui, c'est une propriété de symétrie. C'est une propriété de symétrie. Alors, justement, la loi jointe, en fait, si vous regardez la loi jointe, la probabilité de x égale i et de y égale j, c'est la même proba si je vous calcule la proba de x égale j et de y égale i. Cette loi de proba est symétrique. Du coup, pour trouver la loi de y, je peux faire les mêmes calculs. La probabilité de y égale i, c'est la somme sur j de la même chose, et donc on va trouver les mêmes calculs. Donc si je veux l'écrire avec les notations plus standards, par symétrie, et la symétrie c'est pas n'importe quoi, hein, par symétrie de la loi jointe, la symétrie de la loi jointe, c'est le fait que la probabilité, quand j'inverse les lettres i et j en x et y ici, ça fait le même calcul. Je vais avoir que la probabilité de y égale j, c'est la même chose. Donc, alors je vais écrire un peu différemment pour factoriser, mais ça va me faire du exponentiel de lambda, facteur de j. Je pourrais l'écrire comme ça en regroupant, en fait. Ça fait du j plus 1. Facteur de lambda puissance j sur j factoriel. C'est ça en fait. J'ai réécrit le même terme qu'obtus mais factorisé. Mais par symétrie de la loi jointe, oui, la probabilité de y égale j, c'est ça. Voilà. Donc il y a rien de plus que ça. Bon, c'était juste un petit exercice pour vous montrer comment on fait, comment on applique ces concepts, en fait, ces concepts qu'on a revus de loi jointe, de loi marginale, on fait des FPT, y a rien de très très nouveau, sur ces choses-là. Il nous reste 10 minutes, je vais continuer le cours juste pour introduire les premiers problèmes qui vont apparaître sur les espérances et sur les variances. Et on arrêtera là pour ce matin et on reprendra un peu après les choses de cet après-midi. J'essaye toujours de garder mes exos on a fait des exos mais un peu bêtes pour le moment parce que j'essaye de garder mes exos plus importants pour quand on sera en classe où l'interaction sera un peu plus simple. Je préfère encore une fois avancer sur le cours. Allons-y. Avant toute chose, c'est bon pour cet exercice j'ai pas demandé. Ça a été pour cet exercice. Je vois que les mains sont levées chez les internes. Excusez-moi. Il y a une question. Ouda, c'est bon. Les internes ont baissé la main. Bon, ça va cet exercice. Si vous avez un souci, vous criez, vous ouvrez votre micro et vous criez et j'essaye de voir ce qui se passe. Sinon, j'avance sur le cours. Alors, allons-y.
je suis dans cette fenêtre-là. Alors, on continue sur le cours. Qu'est-ce qui change quand on fait des probas à support dénombrable? Ce qui change, c'est qu'en fait, votre définition de l'espérance, c'est une série. Alors, je dois vraiment la définir dans plein de cas différents. La première chose, c'est si toutes mes variables, en gros, si mon x de oméga, alors le union plus l'infini, c'est parce que c'est au programme, mais ça n'a vraiment pas de sens. Mais si mon x de oméga, on va dire, n'est même pas égal, mais si le x d'oméga est inclus dans 0 plus l'infini. Alors ça, c'est votre cours de famille sommable qui vous dit que, ok, je fais une somme potentiellement infinie, x d'oméga inclus là-dedans, et bien sûr qu'il est dénombrable. S'il n'est pas dénombrable, je ne vais pas pouvoir m'en sortir. Mais la somme qui est là est potentiellement une somme infinie, avec ici un nombre positif, ici un nombre positif. Du coup, votre cours de famille sommable vous dit, on s'en fiche, on peut toujours calculer l'espérance, elle existe toujours dans 0 plus l'infini. Et j'insiste, c'est dans 0 plus l'infini fermé, parce que on ne sait pas si ce nombre ne vaut pas plus l'infini. Mais au pire, si ce nombre peut valoir plus l'infini, mais ce nombre a du sens, entre guillemets. Alors, je vous refais un lien. Je vous refais un lien avec ce qu'on a fait précédemment. Hier, on a fait un exercice où on a dit que... alors là, je vais transformer le PK, donc je vais le transformer en la probabilité... Attendez, ça va pas pour mes écritures. On avait vu une loi de proba. Donc que je vais transformer en probabilité de x égale k pour une variable aléatoire. C'était 1 sur n plus 1 pour tout k appartenant à n étoiles. On a vu que ceci était une loi de proba. Du coup, qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis bien dans la situation où le support, c'est n étoiles, donc c'est bien inclus dans R+, donc je suis bien dans cette situation-là. Ma probabilité, elle est bien définie. Je peux définir l'espérance de x comme la somme pour n égale 1, du coup, vu que mon support, c'est dans n étoiles, 1 à plus l'infini des n fois la probabilité, j'aurais plutôt dû l'écrire, j'ai écrit n, probabilité de x égale n, c'est pour reprendre un peu des notations standards. Ça devient... Ah, mais je sais pourquoi je bug en écriture, en fait, depuis tout à l'heure. Je pense, on va voir si j'écris mieux. Non, j'écris pas mieux. C'est la somme pour n égale 1 à plus l'infini. Excusez-moi pour les symboles un peu vaseux, je sais pas pourquoi, mais je crois que j'ai pas mis à jour le pilote de mon ordi fixe pour ma tablette, et que c'est pas très très précis. Ça va faire la somme des n sur n plus 1. Et bon, ceci, je vais un peu vite, mais ceci, c'est une série de Riemann, des n sur n plus 1. C'était ça que je voulais écrire. Ce qui fait en gros la somme pour n égale 1 à plus l'infini des 1 sur n plus 1. Ce qui fait que si je décale d'indice, ça me fait la somme sur n égale 2 à plus l'infini en décalant les indices des 1 sur n. Et ça, c'est une série de Riemann divergente. Donc en fait, ce que je suis en train de vous dire, c'est que, ok, si j'ai une variable aléatoire à valeur positive, et ça va être notre cas 99% du temps, je peux définir l'espérance. Mais ce qui change pour vous par rapport à l'année dernière, c'est que les espérances étaient finies, et que là, maintenant, certaines espérances peuvent être infinies. Et ça me pose un deuxième problème. C'est que ceci ne marche que quand je somme des termes positifs. Du coup, si ma variable n'est pas à support positif, c'est-à-dire si les x ici, si la partie petite x peut être négatif, là maintenant, mon cours sur les familles sommables me dit plus rien. Je ne sais pas si ça existe et je ne sais pas si je peux calculer cette espérance. Donc, pour pouvoir créer cette espérance dans le cas d'une variable, par exemple, qui sera à valeur dans z, à valeur négative, je suis obligé de faire un deuxième point. Si x est une variable aléatoire discrète à valeur dans k, donc nous, en gros, on va dire dans R. Alors x est dite d'espérance finie, ce qu'on va noter, x est dans grand L1, ce qui fait analogie à l'espace L1 sur l'intégrabilité des fonctions, clairement. Mais
et dans grand L1, si et seulement si la famille x, p de x égale x est sommable. Et dans ce cas, on appelle l'espérance de x la somme qui est donnée ici. Alors, la famille est sommable si les nombres sont pas positifs et si ça valeur dans le cas, c'est pas très compliqué. Enfin, c'est pas très compliqué. On pourrait arriver à prouver de façon compliquée que la famille est sommable. Je rappelle que la définition une famille est sommable, c'est si le sup de toutes les sommes sur les parties finies de x de oméga de ceci est fini, et c'est ça la valeur de la somme, c'est ça la définition. Donc on aurait des cas compliqués, on peut prouver que la famille est sommable comme ça, mais vraiment, pour nous, et sans aller plus loin, 90, enfin même 100% du temps, si vous avez une variable à valeur dans z, on sait que si la somme des valeurs absolues de ceci converge, alors il y a convergence absolue, alors la série converge. C'est-à-dire que le principe sur les familles sommables, c'est le principe de la convergence absolue. Si vous avez une somme de termes non positifs, si la série en valeur absolue converge, alors la famille est sommable et on peut calculer sa somme. Donc c'est ce que dit derrière, c'est ce que je dis derrière, c'est que si une variable est à valeur positive, on peut toujours définir son espérance, mais dans 0 plus l'infini, en fermant plus l'infini. Si une variable peut être à valeur négative, par exemple, je compte mes gains au loto, mais en comptant le fait que je mise 1 euro. C'est-à-dire que mon gain, si je perds, c'est moins 1 euro, parce que j'ai dû miser 1 euro et que j'ai rien gagné, donc j'ai perdu 1 euro. Bah, ceci serait une variable, alors ouais, le loto, c'est pas une bonne idée vu que c'est une variable finie, mais ce serait une variable qui n'est pas à valeur dans n, je peux pas appliquer mon point 1. Donc j'ai besoin d'une définition de l'espérance pour le point 2, c'est avec les familles sommables. La vraie définition, du coup, c'est dès que le sup est fini, ma famille est sommable, et je peux calculer l'espérance, mais pour nous, en pratique, ça va être dès que ma série converge en valeur absolue, alors je sais que ma série converge. En fait, on revient sur le chapitre de série. Comment on fait quand on a une série qui n'est pas positive? Soit on applique le critère des séries alternées, mais ici, ça n'a aucun sens en termes de probabilité, soit on va aller regarder ce qui se passe en convergence absolue quand on a une série qui n'est pas à terme positif. Voilà pour ça. Et donc, dès qu'une variable admet une espérance finie, j'insiste sur le mot fini là-haut, j'essaie de l'encadrer, mais le mot fini ici, on dit qu'elle est intégrable, entre guillemets, on dit qu'elle est dans l'espace L1. Donc ce qu'on appelle l'espace L1, qui est une abréviation de l'espace L1 de oméga AP, c'est l'ensemble des variables aléatoires discrètes qui sont d'espérance finie. Alors, est-ce que ça va pour ce concept d'espérance? Et ce qui change par rapport à avant? Avant, dans les variables finies, toutes les espérances étaient des nombres finis et vous n'aviez pas de problème. Maintenant, quand on a une variable à valeur positive, ce qui va nous arriver 99,9% du temps, on n'a pas de problème dans 0 plus l'infini, mais ça peut valoir plus l'infini. Et si on a des variables à valeur pas positive, bah, il n'y a pas le choix. Il faut que la série converge, sinon ça pourrait ne même pas avoir de sens. Est-ce que ça va sur cette idée-là et sur ce concept-là? Faut qu'on fasse des exercices. Mais sur l'idée que c'est ça qui change. Axel? Oui, c'est juste, si imaginons l'expérience n'a pas de limite, on peut dire quoi Qu'est-ce que tu veux dire par l'expérience n'a pas de limite? L'espérance, en sens, si, par exemple, si... si on a une variable... d'accord, si on a une variable qui est pas positive et dont l'espérance n'a pas de valeur, enfin oui, on peut pas trouver la limite de l'espérance. Oui, c'est ça, comme moins en puissance n, par exemple. Ouais, alors, alors ça je peux en parler juste 10 secondes, mais oui, un exemple relativement classique, c'est ce qu'on appelle le saut de puce. Alors, le saut de puce, c'est vous prenez l'axe réel, c'est tracer un axe droit, voilà. Vous partez de 0, il y a une puce qui part de 0, et avec proba 1,5, à chaque étape, elle fait un saut de -1 ou elle fait un saut de +1. Et vous appelez x, justement, c'est presque comme une loi géométrique, vous appelez x la loi du premier retour en 0.
C'est le nombre d'étapes. Ouais, mais là, je peux la définir comme une variable positive. Et non, bah, ça va pas, mon truc, ça va faire plus l'infini. Donc non. Que ça a pas d'espérance, bah, c'est juste qu'il y a une série qui est pas convergente, en fait. Alors, ça voudrait dire, si je veux l'expliquer en termes de concept, Axel, non. Ce que j'allais donner comme exemple va pas marcher. En termes de concept, ça veut juste dire que ta variable est extrêmement dispersée des deux côtés, entre guillemets. Des deux côtés de l'axe